doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des futures et nouvelles mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 18e épisode du podcast Maman Vivante, un épisode spécial aujourd'hui parce que je suis en plein lancement de la cohorte numéro 12 de mon programme Doula et moi, qui est un programme de préparation à l'accouchement, à la vie avec bébé, dans lequel j'ai plusieurs collaboratrices avec moi pour venir bonifier le contenu, partager leurs connaissances avec vous. Et par hasard, j'ai entendu dans un podcast qui n'était pas un podcast au sujet de la périnatalité, une femme qui parlait de son accouchement et qui mentionnait que elle avait fait un plan de naissance et qui avait envie un peu de rire de cet outil-là en disant finalement ça sert absolument à rien de faire ça parce qu'on peut pas prévoir ce qui se passe dans un accouchement. Le mien, il a zéro été respecté parce que on n'a pas pu le respecter, tu sais, puis qu'il avait envie de dire que c'était un peu inutile de le faire. Et là, on dirait que je me suis dit, bon, voici une occasion extraordinaire d'aborder ce sujet-là dans mon podcast. Je voulais faire un épisode spécial. Je suis en plein lancement. J'en parle dans mon programme. Alors, pourquoi pas parler du plan de naissance? Il y a de plus en plus de monde qui vont appeler ça les souhaits de naissance et je comprends très, très bien pourquoi ils vont appeler ça des souhaits de naissance parce que, justement, c'est un outil mal compris qui sera perçu comme rigide, qui sera perçu comme inutile et c'est tout le contraire. Les souhaits de naissance, je comprends que ça amène ailleurs dans la réflexion. Ça amène vers la bonne direction qui est bonjour, voici qui nous sommes comme couple, voici qui je suis comme maman, voici ma situation globalement, c'est un premier, un deuxième accouchement, je vais être accompagnée de mon conjoint, je suis une maman solo, ça va être mon accompagnante à la naissance, et voici mes souhaits. Voici comment j'aimerais que ça se déroule, voici mes demandes si tout se déroule bien. En fait, pour moi, cet outil-là, c'est une façon de dire au personnel médical qui va être là lors de la naissance, « Hey, salut, nous autres, on est préparés. On sait où est-ce qu'on s'en va. On vous fait confiance, mais on a aussi pris nos informations de notre côté, puis on aimerait ça faire équipe avec vous. » Tu sais, c'est un peu ça pour moi, le plan de naissance. Et je pense que tous les parents devraient prendre le temps de faire cette réflexion-là, ces réflexions-là qui se retrouvent à l'intérieur du plan de naissance, et pas pour tout contrôler. Bien évidemment. On le sait, je l'ai dit souvent, je le répète tout le temps, tout le monde le dit, un accouchement, c'est imprévisible. La dame du podcast avait bien raison. C'est complètement imprévisible. Ça sert à rien d'essayer de tout contrôler puis de tout prévoir. 100% d'accord là-dessus. Mais, même quand l'accouchement se déroule pas comme prévu entre guillemets, hein, comme je vais dire, comme souhaité ou comme imaginé ou notre idéal, le plan de naissance ne devient pas complètement inutile parce qu'il y a souvent des façons de s'ajuster, de faire évoluer les choses, de s'adapter à la situation pour quand même essayer de respecter les souhaits des nouveaux parents, des futurs parents. Et là, je suis très d'accord, je vous entends jusqu'ici, ouais, quand c'est urgent, les souhaits prennent le bord. Absolument. Quand c'est urgent, c'est urgent. Donc, je parle pas ici de quand c'est question de vie ou de mort et que là, on doit intervenir dans la minute et que non, ça c'est sûr que le plan de naissance n'est plus pertinent. Mais les vraies urgences,
je vais vous le dire, sont quand même, je vais dire, relativement rares. En ce sens où, et j'en parle d'ailleurs dans mon programme de la césarienne, une césarienne dite d'urgence, c'est souvent une césarienne qui n'est tout simplement pas planifiée. Donc, on a des césariennes planifiées pour des raisons X, Y, mais il y a aussi des césariennes qui sont non planifiées, qui arrivent en cours de route, en cours d'accouchement pour différentes raisons. Le travail a cessé d'évoluer, le petit cœur de notre bébé commence à se fatiguer, bon, etc. La poussée est très, très longue, ça se déroule pas comme prévu, le petit bébé arrive pas à faire son chemin, la maman est épuisée, elle arrive pas. Bon, OK, il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent vers une césarienne. Mais souvent, ce ne sont pas des urgences immédiates. Donc, il y a parfois moyen de, malgré le fait que ça se déroule pas comme prévu, d'adapter les souhaits pour essayer de les respecter au maximum, même si, par exemple, c'est une césarienne qui est nécessaire pour la naissance du bébé. Bien sûr qu'il y a des césariennes d'urgence, et bien sûr qu'il y a des urgences réelles, et bien sûr que parfois, il faut que le petit bébé sorte dans 5 minutes parce que sinon, ça ira plus bien, ou dans 2 minutes, ou dès maintenant. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais souvent, on a du temps devant nous. On annonce la césarienne. Je pense qu'on serait rendu là. Qu'est-ce que t'en penses? On en parle. On voit s'il y a d'autres options, s'il y a d'autres alternatives. Et la décision se prend. Et ensuite, la démarche se fait. Et peut-être une demi-heure plus tard, des fois, la maman est en salle d'opération et la césarienne débute. Donc, comment on peut faire pour l'adapter, même quand ça se déroule pas comme ce qu'on aurait espéré. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, OK, attends un peu, même si la naissance se déroule pas comme prévu, comme espéré, est-ce qu'on peut quand même considérer les parents et leurs souhaits et adapter les choses en fonction de ce qui se passe devant nous? Et je vous annonce que la réponse, c'est oui. Il y a plusieurs infirmières, plusieurs médecins qui vont réussir à euh, donner de la valeur une valeur tellement importante aux souhaits des parents qui vont réussir à modifier les choses et à leur faire plaisir à travers cette expérience-là qui se déroule pas nécessairement comme ils l'auraient souhaité. Donc, bref, je reviens je me suis égarée, je reviens à la base, à la petite base. Qu'est-ce que c'est ça, un plan de naissance? Très concrètement, c'est un document assez bref, une feuille, 8,5, 11, sous forme de tableaux des fois. Des fois, si les mamans s'amusent à faire une espèce, ou les parents de faire une espèce de diagramme, de dessin avec ça. Il y en a que ça va être que des points de forme. Très bref, il existe plusieurs modèles et c'est un document qu'on va amener lors de l'accouchement, qu'on va demander aux gens de lire. Et petit ajout petit truc que je donne aux futurs parents, de pas simplement amener la feuille et ça va être mis dans votre dossier et ça va être lu ou pas. Il m'est arrivé d'accompagner une maman qui l'avait fait sur une feuille colorée, vraiment, là, tu sais, rose fluo, et qui l'avait fait plastifier et elle avait mis 2 copies dans la chambre, en plus de la copie qu'elle avait donnée à l'infirmière. Donc, c'était une feuille très visible qui a été lue par tous les professionnels qui sont rentrés dans la pièce. Ils voyaient la feuille tellement qu'elle était fluo et faisait comme ah c'est quoi ça ce document-là, ah c'est le plan de naissance et prenait le temps de le lire. Et j'ai trouvé ça une excellente idée parce que ça l'a été vu à maintes reprises et que tout le monde avait un peu dans la tête les souhaits des parents. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que oui, des fois, le document est glissé dans le dossier et est un petit peu oublié. Donc voilà, fin de la petite parenthèse pour vous partager ce truc-là. Et j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, au fait que c'est un document un peu, je vais dire, technique, là, pratico-pratique, là, le médecin qui fait votre suivi de grossesse n'a pas à approuver votre plan de naissance. Des fois, j'entends ça, ah oui, moi, mon médecin l'a approuvé, le plan de naissance, et ça me fait sourire un peu parce que
parce qu'il n'y a rien à approuver là-dedans, puisqu'il s'agit de vos souhaits et surtout qu'il s'agit de vos droits. Parce qu'on a plusieurs droits quand on donne la vie, quand on accouche, et dans les plans de naissance, dans les souhaits de naissance, c'est ça qu'on écrit dans le fond. Ce sont nos droits, donc personne n'a à dire ah ben parfait, j'accepte que nous respections vos droits. Je ne sais pas si vous me suivez. Et loin de moi l'idée de dire on sort dans le corridor et on brûle nos brassières et on sort les pancartes. Je suis une accompagnante très nuancée, jamais tout noir, tout blanc. Il y a des zones grises, j'en conviens, surtout lors des naissances, et c'est parfait de s'adapter. Mais on a des droits et on se doit de les faire respecter si ce n'est pas le cas. Donc, le médecin qui dit je vais devoir approuver ton plan de naissance, non, c'est pas vrai. C'est se donner un pouvoir qu'il n'a pas. Par contre, je constate qu'il y a des endroits, des centres hospitaliers où c'est un peu plus rigide, un peu plus interventionniste, peut-être un petit peu plus protocolaire. Et il y a certains membres du personnel qui vont avoir plus de difficultés à accorder de la valeur et une importance aux souhaits de naissance. Et là, quand le médecin l'a signé un peu en approbation, entre très gros guillemets, ben ça va donner une espèce de poids supplémentaire, une espèce de pouvoir supplémentaire à ce document-là pour dire, tu sais, OK, ben le médecin l'a signé, fait que selon la hiérarchie, ben je suis comme obligée de suivre un peu qu'est-ce qu'il a approuvé. C'est très malheureux, là, parce que ça devrait pas prendre une signature dans le bas d'un document de ce genre-là pour donner du poids, pour donner de la valeur, mais je constate que parfois ça en a. Donc oui, votre médecin pourrait le signer, mais c'est vraiment, vraiment pas nécessaire et chacun se doit de respecter vos droits comme tous les autres droits que nous avons dans notre société. Donc voilà, ça c'était un point super important que j'avais envie de dire. Donc, je le disais, c'est pour annoncer vos couleurs. C'est pour démontrer que vous êtes préparé, que vous avez envie de vous impliquer dans ce grand moment-là qui est votre grand moment. Parce que oui, la vérité, c'est qu'un couple qui n'arrive pas préparé et qui se disent ben le personnel va faire son travail puis ils savent quoi faire, fait que moi j'arrive puis je connais pas ça, fait que je les laisse faire là, tu sais. Ben oui, ça arrive que des fois ça se passe super bien quand c'est comme ça, mais des fois il y a des déceptions en bout de ligne. Avoir su j'aurais dit non pour telle intervention. Par après, quand on en reparle, moi, je vais souvent voir des couples à la maison que je connais pas, qui viennent d'avoir un bébé pour différents services que j'offre et qui se sont peu ou pas préparés euh, et qui vivent des déceptions. Et quand on en discute, ils sont comme, ben voyons, c'est pourquoi ils m'ont pas dit ça à l'hôpital? Ben, je le sais pas. Oui, il y a du personnel médical qui vont informer plus que d'autres, les parents, mais des fois, non. Ils vont juste dire, ben, c'est comme ça, tu sais, ben, je vais faire telle affaire. Puis là, le parent est comme, bon, ben, OK. Mais par après, apprend que, crime, c'était pas nécessaire, ou ça l'a pu me nuire. Puis c'est pas volontaire, bien évidemment. Jamais personne fera quelque chose volontairement pour nuire, mais ça pourrait avoir nui, par exemple, à la concentration, à la bulle des parents, puis venir un petit peu briser cette belle cascade hormonale-là qu'on veut créer, qu'on veut sécréter pour que l'accouchement se passe en douceur. Mais une intervention peut avoir pété cette bulle-là et avoir nui pour la suite. Donc, oui, ça arrive que des parents sont déçus, frustrés, en colère, indignés, quand je me mets à leur parler après la naissance et qu'ils font comme OK, attends un petit peu, la prochaine fois, ça va être bien, bien différent. Donc, de là l'importance de dire je vais m'informer pour m'impliquer dans ce moment-là. Pas pour dire au personnel médical quoi faire. Absolument pas. Chacun fait son travail. Mais pour dire, hey, je le sais, c'est quoi mes droits. Je me suis préparée et j'ai des souhaits. J'aimerais ça, moi, ce que si tout se passe bien, faire X, Y, Z choses particulières. Et là, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas les premiers parents à
amener votre plan de naissance. Vous ne serez pas les derniers non plus. Le personnel est habitué d'en voir. La plupart du temps, c'est sans grande surprise les demandes ou les souhaits qui sont écrits là-dedans. Et moi, j'ai déjà accompagné une maman qui, dans ses croyances, dans sa religion, euh, devait accueillir son bébé à la naissance dans une couverture, si je me trompe pas, qui avait été bénie ou quelque chose comme ça. C'est un peu flou exactement les détails là, de cette pratique-là. Mais elle avait écrit sur son plan de naissance, elle avait emmené la dite couverture et avait écrit que si tout se déroulait normalement et s'il n'y avait pas d'urgence, elle souhaitait que son bébé soit accueilli dans cette couverture-là et non pas dans n'importe quelle couverture là, du centre hospitalier. Et ben ça avait été respecté et j'ai trouvé ça extraordinairement beau parce que c'était simple dans le fond comme demande. Il n'y avait rien de si complexe à mettre ça en place. Et j'étais très, très heureuse et très, très soulagée pour la maman pour qui c'était super important que ça ait été respecté. Fait que oui, même des fois, des petites demandes comme ça, particulières, peuvent et même se doivent d'être respectées quand c'est important pour le parent. Donc, aucune gêne à avoir à amener un plan de naissance et à demander qu'il soit lu et à le garder en tête tout au long de l'accouchement pour faire respecter les différents points. Donc, par exemple, euh, je vais donner un exemple assez banal, mais qu'il y a plein de futurs parents, futures mamans qui sont pas au courant, c'est que pendant la naissance, pendant l'accouchement, vous avez le droit de garder vos vêtements. Vous n'êtes pas obligé de mettre la jaquette d'hôpital. Quand tout va bien, quand il n'y a pas d'intervention médicale, quand tout est sous contrôle, vous pouvez garder vos vêtements. J'en conviens, si par exemple vous choisissez de prendre une péridurale, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique de mettre la petite jaquette d'hôpital pour avoir le dos dégagé, pour que l'anesthésiste puisse bien faire son travail, parce que vous allez avoir un soluté, un cathéter, on va passer ça dans les manches, sont boutonnés sur les épaules, bien sûr que c'est beaucoup plus pratique. Mais quand il n'y a pas d'intervention, vous pouvez garder vos vêtements. Et ça peut être écrit dans le plan de naissance. Tant que c'est possible, je souhaite garder mes vêtements. Des parents vont vouloir les garder, des mères vont vouloir garder leurs propres vêtements pour être plus à l'aise, plus confortable que dans une jaquette d'hôpital. Et c'est très valide comme demande et c'est un droit que vous avez. Donc, ça peut être ce genre de petites choses-là qu'on va écrire dans le plan de naissance. Ça peut être aussi par rapport à certaines interventions médicales que vous préférez, si tout va bien toujours, éviter. Par exemple, la péridurale. Une phrase qui est assez commune qu'on va retrouver là-dedans, c'est tant que je n'en fais pas la demande, merci de ne pas me proposer la péridurale. Parce que c'est sûr, moi je dis toujours la même chose, c'est sûr que quand tu es dans ton accouchement, dans tes contractions, que c'est très intense, que tu vis un moment hors du commun et que quelqu'un arrive et en disant, en flattant ton dos, mais tu devrais peut-être prendre une péridurale, tu sais, pauvre toi, endure pas ça, tu sais, c'est une belle invention, la péridurale, ça va te faire du bien, tu sais, tu sentiras plus tes contractions. Ben, bien sûr que si cette personne-là arrive dans un moment de vulnérabilité, vous allez peut-être flancher. Je dis toujours que c'est comme entrer dans un magasin de bonbons, mais ne pas en acheter, tu sais. Ou dans une chocolaterie, mais ne pas prendre votre chocolat préféré. Ça risque d'être difficile. Puis, loin de moi l'idée, encore une fois, de dire ne prenez pas une péridurale. C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres que je vous dis. Mais ça peut être une phrase qu'on va inscrire dans le plan de naissance. Tout comme celle de lorsque vous quittez la pièce, j'aimerais euh, que vous reveniez plus en silence ou sans ouvrir les lumières ou tu sais, toutes ces petites demandes-là qui vont faire de votre accouchement un moment dans la douceur durant lequel vous allez vous sentir à l'aise, en sécurité et confortable. Il y a plein de choses que je pourrais dire qu'on met dans le plan de naissance. Bien sûr, dans un épisode de podcast, j'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, par contre, c'est que il existe différents modèles de plan de naissance disponibles en ligne. Il y a certains milieux, centres hospitaliers qui vont proposer un plan de naissance à compléter, comme à cocher aux parents. Et là, je le vois, les parents sont assis devant ça, ils font comme
À quel point j'en sais rien? Par exemple, souhaitez-vous une rupture naturelle des membranes ou vous acceptez la rupture artificielle des membranes, mettons? Et là, le parent est comme, mais je sais comme pas vraiment, tu sais. Puis là, le troisième choix de réponse, c'est, ben, vous allez voir rendu là, tu sais, qu'est-ce que vous allez décider. Fait que là, il coche ça en se disant, tu sais, sais-tu, moi, je sais pas, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, tu sais. Donc, pour moi, je vous donne cet exemple-là pour vous dire à quel point c'est essentiel de se préparer pour pouvoir compléter le plan de naissance, pour pouvoir le comprendre, qu'est-ce qui est écrit dans le modèle que vous avez trouvé en ligne ou que quelqu'un vous a proposé. Pas juste le faire en cochant partout, ben je vais voir rendu là, tu sais, parce que rendu là, vous aurez pas peut-être pas plus les informations. Parce que oui, vous avez le droit de décider de quelle intervention médicale vous allez accepter ou refuser, toujours quand il n'y a pas d'urgence pour la vie de maman ou de bébé, puis encore là, on pourrait en parler longuement, mais quand tout va bien, puis qu'il y a des interventions médicales qui vous sont proposées, par exemple, pour accélérer le travail, ben vous avez le droit de dire non, pas maintenant, peut-être plus tard, je vais le reconsidérer, je suis pas prête, ça me convient pas. C'est un droit que vous avez. Donc, prenez le temps de soit lire des références fiables, des livres, de faire une préparation comme celle que j'offre qui est en ligne. Il y en a aussi des préparations en personne, je le fais également, des cours privés. Prenez le temps de le faire pour que votre plan de naissance, vos souhaits de naissance soient clairs, qu'ils vous ressemblent, et tout ceci pour éviter le plus possible de vivre des grandes déceptions, des frustrations comme ces parents-là que je vais visiter et qui n'ont rien compris de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas pris la peine de s'informer. Donc, le plan de naissance va se construire graduellement en fonction de vos lectures, de vos réflexions, de vos discussions avec des professionnels, avec des amis, avec votre conjoint, votre conjointe, et va se construire tranquillement jusqu'à ce que votre préparation soit complétée, jusqu'à ce que la naissance arrive. Il peut y avoir il peut y avoir, voyons, des changements dans le plan de naissance. Donc, on va prendre le temps de le faire comme il faut, euh, de bien le comprendre. Et si vous êtes une maman, que vous écoutez ceci et que vous faites un plan de naissance, s'il vous plaît, partagez-le avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec la personne qui vous accompagne, pour qu'elle aussi soit au courant et puisse, entre guillemets, le défendre s'il y a lieu, si c'est nécessaire de le faire, de dire, dans notre plan de naissance, on avait écrit ça, c'est important pour nous, s'il vous plaît, pouvez-vous le considérer? Euh, Très, très important que tout le monde l'appuie, tout le monde le protège, ce plan de naissance-là. Donc voilà. Alors pour être clair, oui, lorsqu'il y a une urgence, le plan de naissance est mis de côté, mais oui, il peut être adapté lorsque la situation se passe pas comme prévu et qu'il n'y a pas d'urgence vitale à, à- pour sauver des vies. Donc oui, on peut l'adapter. Oui, on peut trouver une façon que les parents soient fiers, soient satisfaits, soient en paix avec ce qui est en train de se dérouler, euh, en considérant que leurs souhaits ont de la valeur. Et ce que j'ai envie d'ajouter pour conclure, c'est que votre préparation à la naissance, vos démarches, vos réflexions, vos besoins, vos souhaits, vous devez vous-même considérer qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont importants et bien les comprendre et avoir fait une belle réflexion pour que les autres considèrent que ça a de la valeur. Parce que si vous complétez vos souhaits de naissance un peu rapidement sur le coin d'une table, sans vous questionner et sans que ça résonne quelque chose pour vous, ben je me dis que c'est peut-être pour ça que des fois le plan de naissance n'est pas considéré aussi par le personnel parce qu'il n'est pas nécessairement considéré comme important par les parents. Donc prenez ce temps pour bâtir votre outil précieux, pour le comprendre et pour le mettre à votre couleur pour que les gens en place, lorsque vous allez arriver pour l'accouchement, comprennent qui vous êtes et surtout respectent vos couleurs.
Parce qu'une maman vivante, c'est une maman bien préparée. Je vous suggère fortement d'aller fouiner sur les différentes possibilités de préparation à la naissance et bien évidemment mon programme Doula et moi qui commence la semaine prochaine, au moment où j'enregistre ceci, donc le 29 avril prochain, pour un 9 semaines, un programme super complet qui d'ailleurs a été bonifié euh, depuis cette cohorte-ci, et je donne accès maintenant aux participants à ma messagerie vocale en VIP pour pouvoir poser toutes leurs questions en privé, avoir une réponse rapide, parler de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes directement avec moi. Donc, c'est un accès illimité à ma messagerie. C'est bonifié cette fois-ci et j'en suis très fière, très heureuse. Je trouve que ça va emmener encore plus le côté personnalisé malgré que ce soit en ligne. Donc, euh, donc voilà, Doula et moi, le programme. Allez fouiner ça. Je vous garantis qu'il se fait rien comme ça sur le marché et que c'est vraiment ultra complet. Alors, débutez votre parcours de parent avec ce type de préparation-là va vraiment vous faire avancer dans le chemin de la maman vivante. Merci d'avoir été là. J'espère que tout ceci vous aura éclairé. Si vous avez des questions, besoin de précision, je vous invite à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous soutenir. Ciao!